Masechet Ktubot, Daf Ain Tet, 79, et nous commençons Daf Ain Chet Amud Bet, 3 lignes avant la fin, aux 2 points, Ha'i Iteta. La Gemara nous rapporte le cas d'une femme, Ha'i Iteta, des Ba'aya, de Tivrechinu, le Nirsa. Des Ba'aya, elle a voulu, des Tivrechinu, dire sauver. Le Nirsa, c'est bien, Migavra de son mari, de son futur mari. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'était une femme veuve qui cherchait à se remarier. Elle avait de l'argent, des biens, mais elle ne voulait pas, étant donné qu'elle avait une fille, elle ne voulait pas se marier et que son mari puisse hériter de ses biens, parce que si la femme décède du vivant du mari, c'est le mari qui hérite des biens de la femme. Et cette femme voulait garder, sauver ses biens pour les donner à sa fille. Donc elle a cherché à faire don de tous ses biens à sa fille, mais elle ne voulait pas donner tous ses biens en cadeau à sa fille, dans le cas où c'est le mari qui décède, ou si demain ils divorceront, la femme veut quand même récupérer ses biens. Elle ne les a pas donnés à sa fille d'une matana gmura, un véritable don. Elle veut seulement donner les biens à sa fille pour que ceux-ci ne soient pas considérés les biens donc, de la femme lorsqu'elle va se marier, au cas où elle décède, que le mari n'en hérite pas. C'est le cas de la Gemara, donc nous reprenons Haïteta, cette femme de Bayat Evrin, nous l'a voulu sauver, faire enfuir, pour traduire les mots de la Gemara, les Nirsa, c'est bien Migravra de son mari, Katvinu le Barta. Elle les a écrits, elle a fait don à sa fille, mais c'était seulement dans l'esprit, les Havriar, de sauver les biens. Insiva, elle s'est mariée, Veigarsha, et ensuite elle a divorcé. Donc elle retourne chez sa fille pour récupérer ses biens. Atel et Kamed de Rav Nachman, elle s'est présentée devant Rav Nachman pour réclamer les biens de sa fille, mais la fille a sorti le shtar, l'acte de matana, de don, et elle a montré à Rav Nachman en disant, mais ma mère m'a donné ses biens. Yakaré Rav Nachman, Rav Nachman a déchiré le shtar, puisque tout le shtar n'était que pour sauver les biens du mari, mais ce n'était pas un véritable don, puisqu'ici, ils ont en fin de compte divorcé, donc la femme peut récupérer ses biens. Bien sûr, on se posera la question, mais si ce n'est pas un véritable don, alors comment se fait-il que le mari n'en hérite pas, puisque c'est les biens de la femme? Ça, c'est ce que la Gemara expliquera par la suite. L'histoire ne se termine pas là. Azal Ravanan a été le kamé de Marugva devant Marugba. Marley lui a dit, Chazemar, regarde, Rav, ce que Nachman Chakla'a, on peut dire l'agriculteur, il me dit Rashi, il ne connaît pas les halachot, alors que Marugba était le Avbedin, donc Ravanan vient se plaindre. Regarde ce Nachman Chakla'a, le paysan qui n'est pas compétent, comment il déchire le shtar des gens, le shtar de la fille. Amarle. Marugba lui a répondu, Imali, ici, dis-moi, ici c'est mon bien-aimé, Goufa de Ouvda Echiave, l'histoire, comment ceci s'est passé. Amarle, il lui a répondu, Achiv Echiave, il lui a raconté donc que la mère voulait faire un don, mais pour seulement sauver cet argent du mari. Amarle, il lui a répondu, la Marugba lui a dit, Shtar mevarachat ka amarta, tu nous parles d'un shtar qui a été donné dans l'intention de sauver les biens du mari. Achi Amar Rabchanina Baridi, c'est ainsi que Rabchanina Baridi a dit au nom de Shmuel, More Ora Ani, c'est-à-dire, explique Rashi, j'ai pris la permission du Rej Galuta, comme c'est rapporté dans Masret Sanhedrin, avant de trancher une halakha, on devait demander la permission au Rej Galuta, lui qui était à la tête de l'exil, le Nassi le plus grand, qui permettait aux Chachamim compétents de trancher, un peu comme nous avons aujourd'hui la smicha des Chachamim, le Eter Ora aussi, qui est donc la même chose, smicha, Eter Ora. Donc Shmuel dit, More Ora Ani, voici comment donc je vais trancher, Imiavo Shtar Mevarachat, le Yadi Akraen aussi, se présente à moi un shtar d'un cadeau qui a été fait
dans l'esprit de sauver des biens et que si celui qui a reçu ce cadeau veut garder les biens, ne veut pas les rendre et apporte la preuve du shtar, eh bien je vais déchirer ce shtar. Amarle Rava le Rav Nachman. La Gemara continue dit que Rava était présent lorsque Rav Nachman a déchiré le shtar. Donc là nous avons vu qu'effectivement Maroukbaï a été d'accord avec Rav Nachman. Mais au moment où Rav Nachman a déchiré le shtar, Amarle Rava a dit à Rav Nachman, Ta mamai. Quelle est la raison? Pourquoi tu veux déchirer ce shtar? C'est parce que tu penses comme Shmuel. Tu penses en Shmuel qui a dit qu'un shtar mevarachat, on peut le déchirer. Mais il y a quand même une différence entre un shtar mevarachat, celui de Shmuel et celui de notre cas. Dans le cas de Shmuel, le shtar mevarachat, c'est un don qui a été donné mais à un étranger. Ici, le don a été donné à sa fille. On peut faire une différence entre un étranger et sa propre fille. C'est ce que Rava veut dire. Ta mamai. Pourquoi Shmuel a tranché qu'on va déchirer le shtar? Parce que nous savons, dans le cas de Shmuel, par le cas où une femme, ou dans un autre cas, où le cadeau a été donné à un étranger. Donc là, effectivement, on peut dire que si la femme divorce par la suite, elle veut récupérer, parce qu'elle ne va pas donner à un étranger plutôt que de garder pour elle. Mais ça, c'est un émilachine, si c'est un autre, un étranger, elle va les barta, mais pour sa fille, Yahiva, elle donne. Donc comment se fait-il que tu penses, toi, Rav Nachman, que le cas de la fille ressemble au cas de Shmuel? Peut-être que pour la fille, une femme va donner, même si ensuite elle va divorcer. Afilu Achi, l'Agma répond que non. Même dans ce cas-là, comme Barta, Nafsha Adifala. Même si elle a sa fille devant elle, même si elle a voulu donner à sa fille, mais elle préfère le garder pour elle-même. C'est vrai qu'on peut avoir du mal à comprendre un peu ce cas-là, où la femme veut sauver, entre guillemets, les biens du mari. Donc elle va faire un, soi-disant, don à sa fille, et ensuite, en cas de divorce, elle vient réclamer les biens de sa fille. Donc pour la première partie, on peut comprendre qu'une femme veut préserver ses biens si elle a une descendance, un deuxième mariage, elle n'est pas sûre du deuxième mariage. Donc elle se dit, elle a de l'argent, elle est riche, si elle se marie, demain elle décède, le mari va tout prendre et ses enfants n'ont pas de quoi vivre. Donc elle préfère garder cet argent plutôt que de le verser, de le donner à un homme qui aujourd'hui lui est étranger. Elle préfère ses enfants que son mari. C'est vrai que par rapport à sa fille, elle veut ensuite réclamer cet argent parce qu'elle ne l'a donné que dans l'esprit de le préserver de son mari. Mais c'est sûr qu'elle veut être, si aujourd'hui elle divorce, elle n'a plus d'argent. Elle préfère profiter de cet argent plutôt de le laisser chez sa fille. L'agma continue métivé. L'agma objecte, c'est marqué Arotse Shetavriach Nirsa Mibaala, une femme qui veut. Arotsa Shetavriach Nirsa Mibaala, une femme qui veut sauver ses biens de son mari. Ketzad Yosa, comment elle fait? Kotevet Shtar Pasim Lacherim. Elle va écrire un Shtar Pasim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est une sorte de Shtar, un acte de Piyusim, Pasim, Piyusim, jeune Piyus, où elle va demander, supplier à la personne de prendre ce cadeau pour enlever la possibilité au mari d'acquérir ce bien si la femme décède, mais l'intention n'est pas que celui qui reçoit ce shtar, reçoit ce cadeau, devienne propriétaire de tous les biens. Divrei Rabban Shimon Gamliel. Chachamim omrim ratza metzachek ba ad shetirtov lo me'ayom. Les Chachamim nous disent, si elle veut, ratza, si celui qui reçoit le cadeau veut, metzachek ba, il peut se moquer d'elle et garder les biens à jamais. C'est la seule possibilité d'après les Chachamim, c'est lorsque la femme va marquer explicitement dans le shtar, Me'ayom, dès aujourd'hui je donne ce bien, ou l'Ekshirtse, mais seulement si demain je veux. Donc Rashi nous dit, si le mari veut prendre les biens, il peut dire je veux que ce cadeau soit un véritable cadeau. Si cet homme qui a reçu le shtar vient prendre le bien, elle pourra dire je ne veux pas. Ça c'est d'après les Chachamim. Quelle est la question? L'Agma nous dit Tamad de Katavle Achi. La raison pour laquelle elle peut, donc d'après les Chachamim, récupérer ensuite le bien, c'est parce qu'elle a marqué ainsi Alokadvale Achi, si elle n'a pas marqué Me'ayom Kshertse, le Lokeach a acquis, celui qui a reçu le cadeau, a acquis ce bien. Et donc nous avons une question sur Shmuel, puisque Shmuel a dit que dans tous les cas, l'acheteur n'a pas acquis. Amar Abizira dit Lokasha. Il n'y a pas de contradiction. Habekula bemilsata. Tout dépend.
si elle donne tous ses biens ou une partie de ses biens. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Quand est-ce que Shmuel a dit que celui qui a reçu le cadeau ne l'a pas acquis? C'est lorsqu'elle a écrit tous ses biens. Elle a fait don de tous ses biens. Donc là, on est sûr que si demain elle divorce, son intention n'était pas de laisser tous ses biens, parce qu'elle a quand même besoin de quelque chose pour elle. Donc c'est comme si nous sommes témoins, nous savons que son intention n'était pas de donner tout cela à cet homme-là, donc elle peut récupérer son bien. Mais si elle ne donne qu'une partie de ses biens, là effectivement, si elle n'a pas écrit Mayom Kshe'ertse, celui qui a reçu le cadeau peut dire je le garde. Mais demande la Gemara pour terminer, Vilo kanin ou lokeyar, alors niknubal, si, comme nous l'avons vu, lorsque la femme a fait un cadeau de ses biens, elle n'a pas fait un véritable cadeau. Celui qui a reçu le cadeau, Nejda, n'est pas considéré comme propriétaire. Alors comment se fait-il que le mari ne peut pas hériter de ses biens? Si les biens appartiennent à la femme, puisqu'elle peut les récupérer en cas de divorce, donc si la femme décède, comment se fait-il que le mari ne peut pas les récupérer? Amar Abaye, Abaye répond à Saoum Kenechassim Sheniduim le Baal Valibet de Rabbi Shimon. Comme nous l'avons vu plus haut, d'après Rabbi Shimon, les biens qu'un homme ne sait pas, il ne s'y attend pas, puisqu'il ne s'y attend pas, donc il ne prendra pas ses biens comme nous l'avons vu. Si la femme en a disposé, il ne peut pas les réclamer, si elle les a vendus ou donnés. Et donc là aussi on dira d'après Rabbi Shimon, puisque ces biens, le mari pensait que la matana était une véritable matana, elle a donné ses biens à sa fille ou à un autre homme, et une autre personne, donc le mari ne pensait pas récupérer ses biens, et d'après Rabbi Shimon, donc les biens ne reviendront pas au mari, bien que les biens n'appartiennent pas pour de vrai à cet homme-là, mais le mari pensait que les biens appartenaient à cet homme. Continue avec une nouvelle Mishnah, Naflu la Kesafim. Si une femme a reçu comme héritage de l'argent. Nous avons vu que lorsqu'une femme reçoit un bien en héritage, le mari mangera les fruits de ce bien. Donc si c'est un terrain, pourra cultiver le terrain et le mari mangera les fruits de ce terrain. Mais si c'est de l'argent qu'elle a reçu, quel est le fruit de l'argent? Eh bien, on fera ainsi. La karbaem karka, le mari va acheter avec cet argent un terrain. Ve'ochel perot. Et lui mangera les fruits de ce terrain. Mais le capital, le terrain reste à la fin. Perot atlushim mina karka. Si une femme a reçu en héritage des fruits détachés du sol, paye la karbaem karka. On achètera aussi avec ces fruits un terrain. Ve'ochel perot. Et lui mangera les fruits de ce terrain. Mais si la femme a hérité de perot, de fruits amechoubarim la karka, qui sont encore rattachés au sol, hérité d'un champ, et il y a des fruits rattachés à l'arbre. Quel est le din? Est-ce que ces fruits sont considérés comme des fruits, donc le mari va les récupérer, ou c'est comme le capital, et donc on vendra ces fruits, et on achètera un terrain? Eh bien, Amar Rabbi Meir nous dit, Shami nota kamai yafa beperot. On va évaluer, puisque le mari, on va dire, peut prendre ses fruits, mais on va évaluer combien la terre et Yafa vaut, combien elle est belle avec des fruits, et comment Yafa beloperot, combien elle vaut sans des fruits. C'est-à-dire, on doit évaluer le prix de ces fruits qui sont rattachés à l'arbre, puisque le prix de ces fruits, c'est keren, c'est le capital qui devra rester à la femme. Et donc, avec cet argent, la différence, ou motard, la différence, combien le terrain valait, combien il vaut sans ses fruits, il a karbaem karka, puisque c'est aussi du keren, karka, donc le mari achètera un terrain, vous aurez le perot et lui mangera les fruits de ce terrain. Puisque d'après Rabbi Meir, le mari ne peut consommer les fruits des biens de sa femme que les fruits qui viendront par la suite. Mais des fruits que la femme a hérités, c'est considéré comme le capital, donc on vendra, on va évaluer la valeur des fruits et on achètera avec un terrain. Et lui, le mari, si donc il a pris cet argent, il a évalué, il pourra entre-temps bien sûr manger ses fruits, mais pas en tant que fruits, mais en tant que capital qui a été évalué, puisque donc on rachètera un terrain et lui mangera les fruits de ce terrain. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit, la karbaem kaka v'ochel perot. Les Chachamim nous disent, hamechouberim la kaka shelo. Les Chachamim pensent que si la femme a hérité de fruits qui sont rattachés au sol, c'est effectivement pour lui. Ve'atlushim mina karka shela. Et ce qui est détaché du sol, c'est pour elle. C'est-à-dire les fruits qui sont détachés du sol, ça c'est pour la femme. Donc il a karbaem karka v'ochel perot. On va acheter un terrain et c'est le mari qui mangera les fruits de ce terrain. Mais si nous avons des fruits qui sont encore rattachés au sol, d'après les Chachamim, ces fruits
même s'ils n'ont pas poussé dans le domaine après le mariage, malgré tout, ils ont un statut de fruit, non pas de terrain, puisque le capital c'est le terrain, donc la femme garde le terrain, mais les fruits, même rattachés à l'arbre, appartiennent au mari. Rabbi Shimon Omer, Makom Shefe Kocho Beknisata Ora Kocho Beitziata. Rabbi Shimon nous enseigne. Là où il y a fait Kocho, c'est-à-dire là où le mari va gagner au moment du mariage, comme les Chachamim, puisque nous avons vu que les fruits rattachés au sol lui appartiennent, sont considérés comme des fruits, eh bien, Ora Kocha Beitziata. Ora Kocho Beitziata. Si demain il divorce sa femme, il doit rendre le champ à sa femme. Si maintenant nous avons des fruits rattachés au sol, eh bien c'est la femme qui prendra ces fruits. Les fruits n'appartiennent pas au mari. Makom Shura Kocho Beknisata, il fait Kocho Beitziata. Mais là où c'est le mari qui perd à l'entrée, c'est-à-dire lorsque les fruits sont détachés, eh bien, il y a fait qu'au là, le mari va gagner lorsque le terrain va sortir, c'est-à-dire si au moment où il divorce, il y a des fruits qui sont déjà détachés du terrain, détachés de l'arbre, eh bien, ces fruits resteront au mari, il rendra le terrain, mais les fruits seront pour lui. Ketzad, perot amechubarim la karka, les fruits, donc, comme nous l'avons dit, qui sont rattachés au sol, beknisata, lorsque la femme apporte ses biens chez l'eau, les fruits lui appartiennent, betsiata, mais lorsqu'elle sort au moment du divorce, Shela, c'est pour la femme. La trushim, la carcasse qui est détachée du karka, beknisata Shela. Lorsque la femme apporte ses biens, donc ça lui appartient, donc il faudra vendre pour considérer les fruits comme un capital, et ce n'est que les fruits de ce terrain qui sera acheté que le mari mangera, au beitsiata, mais au moment du divorce, lorsque la femme sort et qu'elle récupère ses biens, les fruits qui sont déjà détachés font partie des fruits que le mari avait le droit de consommer du vivant de sa femme au moment où ils étaient mariés, et donc il les gardera même après le divorce, ou même donc après son décès pour les héritiers. La Gemara va nous expliquer un petit peu cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara reprend un point que nous avons vu dans la Mishnah. Donc si la femme a apporté de l'argent, il faudra acheter un terrain, puisque la femme va garder son capital et le mari mangera les fruits de ce terrain. Eh bien, nous dit la Gemara, lorsque la question se pose, est-ce qu'on achète un terrain ou est-ce qu'on achète une maison? Le terrain, par rapport à une maison, nous avons deux points positifs, un concernant le mari et un concernant la femme. C'est-à-dire, si le mari veut acheter un terrain et la femme veut acheter une maison, c'est le mari qui a gain de cause. Ara, c'est Ara. Pourquoi? Parce que le mari préfère acheter un terrain, puisque sur un terrain, il va manger plus de fruits que d'une maison. Dans le cas inverse, si c'est la femme qui veut un terrain et le mari qui veut une maison, eh bien là aussi la femme peut exiger le terrain. Pourquoi? Parce que le terrain est un bien qui est plus sûr. Et donc la femme garde mieux son capital de cette manière. C'est ce que la Mishnah, c'est ce que la Gemara nous dit. Là c'est simple que Ara ou Bate, Ara. Si on a le choix entre une maison et un terrain, on achète le terrain. Bate veut dire clé, une maison ou un médiatier, c'est le bâté, c'est la maison. Puisque nous avons le plus grand fruit de cette maison, et la maison, c'est un investissement plus sûr que des palmiers. Diclé vigilané, c'est des palmiers et des arbres, c'est diclé, puisque le déquel donne plus que les autres arbres. Ilané vegoufné, des arbres et des vignes, ilané, c'est les arbres. Les arbres donc, sont plus sûrs ou donnent plus que la vigne. La Gemara continue. Abazardata ou pera de kavare. Si la femme a hérité d'une forêt, pour couper donc, le bois de cette forêt, Rachid dit de Zardata, ce sont des arbres de Uzredin qui n'ont pas de fruits importants, et généralement on coupait ces arbres pour utiliser le bois. Donc nous avons une forêt que la femme a héritée, et il y a donc des arbres qui peuvent être utilisés pour le bois, ou pera de cavaré, et nous avons un trou où il y a là-bas des poissons, donc Rachid nous dit en français un vivier, où nous avons des poissons qui sont élevés. Donc la question se pose, le bois de cette forêt et les poissons de ce vivier, est-ce que le bois, les poissons ont un statut de keren, de capital ou de fruit? Amrela, d'après certains, pera, statut de fruit,
Donc le terrain, c'est le bois, le trou en... Le terrain, c'est le keren, le capital, le trou en lui-même pour les poissons, c'est le capital, mais le bois et les poissons sont considérés comme des fruits. Vamrela, d'après certains, non, c'est karna, dire les fruits que nous avons ici, c'est-à-dire les poissons et le bois, sont considérés comme le capital, et donc nous dit Rashi, nous allons vendre immédiatement les poissons, le bois, puisque sinon tout risque de disparaître avec le temps et la femme ne gardera rien. Donc on va acheter un terrain et le mari mangera les fruits de ce terrain. Klala de Milta, voici la règle pour savoir quand est-ce que c'est considéré comme un fruit ou un capital. Giz'o machlif pera, lorsque, disons, on va dire, le tronc se renouvelle, c'est considéré comme un fruit, mais en giz'o machlif karna. Ce qui ne se renouvelle pas, c'est considéré comme le capital. Donc le fruit, c'est ce qui se renouvelle. Amar Rabbi Zira, Amar Rabbi Osha, Amar Rabbi Yanai. L'Agma nous dit que Rabbi Zira a dit Rabbi Shon, Rabbi Yanai, Vamrila, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Osha, Amar Rabbi Yanai. D'après certains, c'est Rabbi Abba, ou non Rabbi Osha, non Rabbi Yanai. Donc ou Rabbi Zira, ou Rabbi Abba. Agonev, Vlad, Behema, Milok. Quel est le dit lorsque une femme a reçu en héritage une bête? Cette bête est donc appelée Nirse Milog. Le mari pourra manger les fruits de cette bête. La bête a mis au monde un petit et un homme l'a volé. Lorsque on a surpris cet homme-là, on a trouvé le petit chez lui, il doit payer le kefel, le double. Mais à qui il doit payer? Au propriétaire de ce Vlad. Eh bien, Meshalem Tashlume Kefel le Isha. On devra payer à la femme. À la femme et pas au mari. Donc on considère que les Vladot ne sont pas, les petits de cette bête ne sont pas des fruits, c'est considéré comme un capital. On devra donc acheter avec un terrain, puisque comme nous l'avons vu plus haut, la crainte c'est que ces petits disparaissent, enfin que aussi la mère va disparaître, et donc la femme ne gardera pas de capital. Donc même le petit est considéré comme du capital. Keman, nous dit la Gemara, c'est comme qui? Lokerabanan, Lokechanania. A priori, c'est ni comme les Chachamim que nous allons voir, ni comme Hanania. Pourquoi? Des Tanya. Vlad Behema Milog, le petit d'une bête Milog, les Baal appartient au mari. Vlad Shifra Milog, mais le petit d'une servante Milog, c'est-à-dire si la femme a hérité d'une servante et qu'elle a eu un enfant, cet enfant appartient à l'Isha, à la femme. Ça c'est d'après les Chachamim. Hanania ben Achi Yeshaya Amar, Hanania le fils du frère de Yoshi a dit, Asou Vlad Shifra Milog et Vlad Behema Milog. Les Chachamim ont décidé que le petit, l'enfant de la servante Milog, c'est comme l'enfant, un petit de la bête Milog. Et donc ça veut dire que dans tous les cas, ça appartient au mari. Donc la question de la Gemara est la suivante, c'est que dans le premier enseignement qui était rapporté au nom de Rabbi Yanaï, Vlad Behema Milog, c'est marqué qu'on va payer, celui qui l'a volé, on payera à la femme. Alors que nous avons vu pour le Vlad, aussi bien d'après les Chamim que d'après Hanania, c'est toujours au mari, donc on devrait payer le kefel au mari. Nagma répond à Filetema d'Ivra Akol, on peut dire aussi, d'après tout le monde, seulement Pera Takenuli Rabanan, Pera de Pera la Takenuli Rabanan. Les Chachamim ont institué qu'on donnera au mari les fruits du capital, mais pas les fruits des fruits. Donc les fruits, c'est effectivement le Vlad. Donc le Vlad, lorsque une femme a reçu en héritage une bête, la bête met au monde un petit, le petit appartient au mari, c'est le fruit du bien de la femme. Mais le fruit du fruit, c'est-à-dire si ce bien, ce petit est volé, et qu'ensuite on a retrouvé le voleur, on l'a surpris avec cette bête, ce petit chez lui, il doit payer le double. Eh bien ça, ce double, c'est Pera des Pera, c'est le fruit des fruits. Et ça, les Chachamim ne l'ont pas donné au mari, donc ça revient à la femme. Et donc on comprend pourquoi Rabbi Yanaï avait dit Tashloum et Kefel Leisha. L'Agma continue, mais Bish la Hanania. On comprend d'après Hanania. Il n'y a pas de différence entre le petit de la bête et le petit de la femme. Ça appartient toujours au mari. Haïno de l'Ochaïshina Nemita. On ne craint pas que la mère, la servante, va mourir ou que la bête va mourir, que la femme se retrouve sans capital. Non, voici le capital, le reste c'est des fruits. Et là, les Rabbanan, mais d'après les Chachamim, on ne comprend pas quelle différence entre le petit de la bête et le petit de la servante. Et si tu considères
que le petit de la servante appartient à la femme parce que tu crains que peut-être la servante va mourir et que le capital de la femme va disparaître. Donc on va laisser le petit de la femme comme étant le capital de cette femme-là, petit de la servante comme étant le capital de cette femme. Si c'est ainsi, afivloda bema milog namelo. Tu devrais dire la même chose aussi pour le petit de la bema milog, que ça appartient à la femme, étant donné que tu crains que la bête risque de mourir. Si tu ne crains pas pour la bête qu'elle va mourir, alors afilou vla chifra milog namelo. Donc même le petit de la servante, tu ne devrais pas craindre que la servante va mourir, et donc tu pourrais considérer cela comme un fruit pour le mari. L'agma répond le olam lemita. En vérité, on craint effectivement la mort, et c'est pour cela que pour le petit de la servante, on le laisse à la femme en tant que capital, mais pour la bête, même si la bête meurt, le capital reste, même s'il ne reste pas dans son intégralité, mais il reste puisque Shane Bema di Kaora. Pour la bête, c'est différent parce qu'il y a la peau. Et la peau, c'est aussi un capital qui restera pour la femme. Donc c'est vrai que, théoriquement, on recherche à préserver le capital de la femme. Le mari ne mangera que les fruits. Mais comme nous dit la Gemara ici, le capital pour la servante, c'est de laisser aussi le petit de la servante, qui est aussi esclave, comme capital pour la femme. Mais sinon, pour la bête, étant donné qu'on peut garder la peau, nous avons un capital. Amar Ravuna Bachia Amar Shmuel Alakha ki Hanania, Ravuna Bachia dit Shmuel Alakha comme Hanania. Donc une femme qui a reçu en héritage une bête, le petit de la bête, appartient au mari. Une femme a reçu une servante en héritage, le petit de la servante appartient aussi au mari, puisque d'après Hanania, on ne craint pas la mort, on n'a pas besoin de préserver le capital de la femme. Amarava, Amarav Nachman, mais Rava dit au nom de Rav Nachman, la femme, Gardama Shmuel Ki Hanania, bien que Shmuel a dit que la comme Hanania, Modé Hanania, Hanania est d'accord. Sheim Nidgarsha, Notenet Damim Venotaltan, que si la femme divorce, elle a le droit de payer et de reprendre les petits de la servante, les petits de la bête. Pourquoi? Mipne Shevach Betavia, pour l'honneur de la maison de son père. Comme la Gemara le rapporte ici plusieurs fois, il peut y avoir l'honneur de la maison, c'est-à-dire la maison de mère, on disait qu'il y avait beaucoup de servantes ou beaucoup de bêtes. Donc la femme peut être rattachée à ses servantes pour les garder pour l'honneur de la maison de ses parents. Donc même si le petit de la servante a un statut de fruit, ou le petit de la bête a un statut de fruit, malgré tout la femme peut payer et le récupérer. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Rava dit au nom de Rav Nachman, Ichnis alo ez lechalba. Une femme qui s'est mariée et qui a apporté comme dot une chèvre pour que l'on puisse utiliser le lait de la chèvre. Verachel, ou une brebis, legizata, pour sa laine, pour sa tonte. Vetarnegolet, lebetsata, une poule pour son œuf. Vedekele perotav, ou un palmier dattier pour ses fruits. Quel est le din? Eh bien, le mari, ochel voleh hatchetichle akeren. Le mari peut manger jusqu'au moment où le keren, le capital, va disparaître, puisque la chèvre, la brebis n'est pas éternelle, la poule non plus n'est pas éternelle. Eh bien, on laissera quand même au mari la possibilité de tout manger. Lorsque la bête va mourir, eh bien, elle est morte. Rachid nous précise ici que généralement, comme nous l'avons déjà vu une fois, nous avons la possibilité de fixer sous forme de nirsetson barzel, c'est-à-dire du bétail barzel de fer. C'est-à-dire la femme, lorsqu'elle apporte un bien, elle peut le faire évaluer et dire à son mari, en cas de divorce ou de décès, tu me rendras la somme que cette chose-là vaut aujourd'hui. Même si le prix de cette chose va augmenter par la suite, c'est toi qui as gagné. Si ça descend, c'est moi qui gagne. Ça, c'est ce qu'on appelle nirse tzon barzel. Donc là, on ne doit pas se soucier du capital, puisque le mari doit de toutes les manières payer. Amar Rav Nachman, donc Rav Nachman continue et nous dit, Haïle leglima, si une femme a apporté un talit en tant que dot, perave, c'est considéré comme un fruit, c'est-à-dire, nous explique Rashi, le fait de se recouvrir de cet habit, c'est considéré comme un fruit. Le mari peut utiliser jusqu'à ce que les habits s'abîment, et ensuite on rendra les habits abîmés à la femme, et la femme pourra les utiliser comme bon lui semble. Keman, donc la Gemara nous dit c'est comme qui? La Gemara répond ki haïtana. Ce que nous dit ici Rav Nachman, nous venons de voir d'après Rav Nachman, même si l'habit va être usé, mais il reste un petit quelque chose, il y a une petite valeur, c'est suffisant. Ça c'est comme qui?
C'est comme cette braïta, d'Etania, Amelach ve'achol, dire le sel et le sable. Rachid nous explique, si une femme a reçu en héritage sur le bord de la mer des sillons, et ces sillons étaient faits pour que l'eau de la mer rentre dans ces sillons, et que le soleil sèche l'eau de la mer, et ensuite nous pouvons récupérer le sel de ce sable. Ça, c'est ce qu'on appelle un melach ve'achol, c'est-à-dire le chol, le sable, là où on prend du sable pour la construction. Ceci est considéré arésé perot, comme des fruits. C'est-à-dire, on ne dira pas au mari de vendre même cet endroit, le sel, et ensuite de racheter un terrain pour pouvoir le semer et le garder. Là, on ne dit pas ainsi, ça c'est arésé perot. Puisque Rachid nous dit, là, les fruits ne vont jamais disparaître, puisqu'il y a toujours du sel, toujours du sable. Mais, pire shel gofrit, si la femme a reçu en héritage un trou dans lequel on récupère la gofrite, c'est-à-dire le soufre, ou marporet shel tsarif, ou aussi une mine, donc un endroit où on creuse le tsarif, que Rachid traduit par la lume, la laine. Donc Rachid nous dit que c'est une matière avec laquelle, la terre avec laquelle on peut teindre des habits et de la soie. Là, dans ce cas-là, cette mine a une fin. Arrivera un moment où il n'y a plus rien. Là, Rabbi Meir Omer Keren, V'chamim Perot. Ramim pense que c'est Perot, des fruits, et d'après Rabbi Meir, c'est Keren. Puisque Rabbi Meir, c'est Keren, donc on va vendre et on achètera un terrain. Pourquoi? Parce que ça risque un jour de disparaître. On voit que d'après Rabbi Meir, on doit se soucier que la femme garde un capital. Mais d'après les Chachamim, c'est considéré comme des fruits. La mine, c'est des fruits. Mais le trou, là où on a creusé, c'est ce qui sera considéré comme le capital pour la femme. Et donc le mari peut manger et laisser donc que la terre, comme tout, ça c'est le capital que la femme garde. Donc on retrouve les paroles de Rav Nachman, puisque Rav Nachman a dit, lorsqu'il reste un petit quelque chose pour la femme, c'est suffisant. Ce n'est pas considéré comme si on a anéanti, enlevé complètement le capital. Donc il faut qu'il reste le capital pour la femme, même si c'est un petit quelque chose. On termine la Mishnah avec Rabbi Shimon, que nous avons vu. Rabbi Shimon a dit Makom shiafé kocho. Ça veut dire, dans certains cas, le mari va récupérer les fruits, mais lorsque il rend le terrain à sa femme, il perd ses fruits. Lorsque le mari ne les a pas, lorsqu'il rend, il garde ses fruits. Mais en vérité, nous dit l'Agma, Rabbi Shimon a une takama. Rabbi Shimon, c'est Tanakama. Il dit exactement la même chose que Tanakama. Comme les Chachamim, eh bien, l'Agma répond Amarava mechubarim mishat yitzia ika benayu. Il y a quand même une petite différence, c'est que les Chachamim ne nous ont pas parlé des biens, des fruits qui sont encore attachés au sol au moment où la femme veut récupérer ses biens. Donc les Chachamim nous ont parlé des fruits rattachés au sol lorsque le mari va recevoir les biens, mais pas lorsque la femme vient les récupérer, alors que Rabbi Shimon vient nous parler même de ces fruits qui sont rattachés au sol, même au moment où il les divorce, ou dans ce cas-là, nous avons vu que Mechubarim, Meshat Yetzian, dit la Gemara, ceci est considéré comme les fruits de la femme, elle pourra les garder, c'est comme le kéré. Nous allons continuer avec une petite Mishnah, un petit morceau de Gemara. C'est aussi simple, Naflula Avadim Veshfachot. Si une femme a reçu en héritage des esclaves et des servants, donc des Avadim Kenanim qui sont la propriété de la femme. Zekenim, si les servantes et les esclaves sont âgés, Imakero, Veilkar, même car quand on les vendra, on achètera un terrain, Vouchel Perot, le mari va manger des fruits. Rabban Shem Gamliel Omer, Lotim Kom, Neshem Shvar Betavia. Shem Gamliel dit, non, on ne vendra pas, on ne vend pas des servantes, ne vend pas des esclaves, même s'ils sont âgés, puisque c'est l'honneur de la maison de son père, puisque la femme avait donc, c'est un héritage, donc de la maison de son père. Le père avait l'honneur d'avoir, tant et tant de servantes, donc ça c'est quelque chose qu'on ne vend pas. Naflula zetim bekfanim. Si la femme a reçu comme héritage des arbres, zetim, des oliviers, bekfanim et des vignes. Zekenim, si ils sont vieux, on les vendra. Le mari achètera un terrain, il mangera les fruits de ce terrain. Rabbi Domer, là aussi Rabbi Yudan nous dit, il ne faut pas vendre puisque c'est l'honneur de la maison de ses parents. Il y a eu des oliviers ou des vignes dans leur jardin.
Amar Rav Kana Amara, Rav Kana nous dit au nom de Rav, Machloket Shenavlu Besadeh Shela. La Machloket que nous avons ici, Rashi nous précise à propos des oliviers et des vignes. La Machloket entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on peut vendre ou pas, c'est seulement lorsque les biens sont tombés dans un champ qui appartient aussi à la femme. C'est-à-dire qu'elle a hérité du terrain et des arbres. Et que si les arbres sèchent demain, elle pourra garder le terrain comme capital. Là, effectivement, nous avons une Machloket, est-ce qu'on doit vendre ou pas? Aval Besadeh Sheina Shela, mais si le champ ne lui appartient pas, c'est-à-dire elle a hérité que des arbres et pas du champ, la Divrakol Timkor. Là, c'est sûr qu'elle doit vendre et ensuite racheter un terrain. Pourquoi? Parce que demain, les arbres vont sécher et la femme a perdu tout son capital. Donc il faut préserver le capital de la femme. On va vendre les arbres et le mari mangera donc les fruits du terrain qui sera acheté avec cet argent. Mat qui fait Rav Yosef, mais Rav Yosef objecte. Pourtant, dans la Rechara, mais pourtant, l'esclave et les servantes, c'est après tout comme un champ qui ne lui appartient pas à la femme, puisque si quelle différence entre un champ qui lui appartient ou qui ne lui appartient pas, nous avons expliqué, c'est que lorsque les arbres sèchent, si les arbres se trouvent dans un terrain qui appartient à la femme, eh bien la femme a gardé un capital. Si le terrain ne lui appartient pas, elle a tout perdu. Pour les Avadim Shfachot, si Avadim Shfachot décède, elle a tout perdu. Donc ça ressemble à un champ qui ne lui appartient pas, et pourtant nous voyons qu'il y a une marloquette dans la Recha. Et là, alors la Gemara reprend, voici ce que Rav Kana aurait voulu dire, la Itma, Ritmara, Rav Kana Marav, marloquette, Sadeh Shenashela, toute la marloquette. C'est lorsqu'elle a hérité de ces arbres dans un champ qui ne lui appartiennent pas. Donc là, nous avons une marloquette, est-ce qu'il faut préserver son keren et son capital ou pas? Aval Besadeh Shela, mais si c'est un champ qui lui appartient, la Divra Kolotimkor, tout le monde est d'accord qu'elle ne vendra pas, Neshvar Betavia, pour l'honneur de la maison de ses parents, comme l'a dit Rabbi Yehuda, puisqu'on avait dit, cet homme-là, dans son champ, cette famille avait des oliviers ou des vignes, donc ça doit se garder pour le shvar, pour l'honneur de la maison de ses parents. Alors nous allons nous arrêter ici. On a vu aujourd'hui, sur le même principe, donc les Nirsemilog, le mari peut profiter des fruits de ses biens, mais on doit faire en sorte de préserver le bien de la femme, pas que le mari puisse manger les fruits au point d'user complètement le keren et qu'ensuite la femme n'ait rien à récupérer. Donc là, nous avons vu qu'est-ce qui est considéré comme donc perot, qu'est-ce qui est considéré comme keren. Tout ce qui est considéré comme keren doit être vendu pour acheter ensuite un champ et que le mari puisse manger de ses fruits. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah. On prend demain le Zrach. Terminons avec Meorot Halacha, Dafaim Tet, les fruits qui ne sont pas encore mûrs. Bien pendant la Shemitah, puisqu'il y a une Kedushat Shvit sur les fruits, nous devons les manger et non pas les abîmer, les perdre. Nous n'avons pas le droit de cueillir les fruits lorsque les fruits ne sont pas encore mûrs, lorsqu'ils sont encore ce qu'on appelle en hébreu bosser. Cette interdiction, donc, ça prend de l'obligation leochla, de les manger velo leefset, puisqu'on va cueillir ces fruits avant que ces fruits soient mûrs, on les abîme d'une certaine manière. Dans le Midrash Torat Kohanim, c'est rapporté que ce issour, on l'apprend de Minasade Tochlo et Tevuata, c'est d'un autre pasouk, où les Chachamim ont dit, on ne mangera les fruits de Shemitah que lorsque les fruits seront appelés Tevoa, récolte. C'est-à-dire, la Tevoa, c'est seulement lorsqu'elle est prête à être mangée. Donc ce qu'on ne peut pas encore manger, il y a une interdiction de le consommer. Malgré tout, les poskim ont écrit que nous avons le droit de cueillir des etrogim. La question se pose pour les etrogim, puisque les etrogim, on va les couper alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Au mois de Tammuz, au mois de Av, on ne peut pas encore les manger, mais on les laissera mûrir tout seuls. Ceci n'est pas considéré comme être mafsid, les perot shvi'it, puisque on laissera les fruits, on ne va pas les abîmer, on laissera les trogim, et ensuite on pourra les consommer. Dans la Mishnah, dans Masechet Shvi'it, c'est rapporté que les figues, les olives et le raisin, nous avons le droit d'en consommer un petit peu dans les champs avant de les rentrer dans la maison et avant même que le fruit soit mûr. Donc le Rambam explique que cette permission n'a pas été dite seulement pour la vigne, mais pour tous les fruits. Et malgré tout, d'autres Rishonim pensent que nous avons le droit de manger sous l'arbre, juste les figues, les olives ou les raisins, parce que l'habitude était à l'époque aussi de manger des raisins
des olives ou des figues qui n'étaient pas encore mûres dans les champs, alors que pour les autres fruits, généralement, on attend que le fruit soit mûr. Donc là aussi, pour la Shemitah, il faudra attendre.